Chantal Goya était la fée marine de l'enfance française. Sa voix résonnait dans les chambres d'enfants. Ses chansons, comme Bécassine et un lapin, sont devenues des berceuses pour des générations. Vêtue de costumes éclatants et entourée de peluches, elle avait construit un monde où rien de mal ne pouvait arriver. Mais derrière ce sourire vivait une femme affrontant en silence le chagrin, la maladie, le rejet et la peur. Pendant des décennies, elle a enfoué les vérités les plus sombres sous des couches de velours et de paillettes. Aujourd'hui, Chantal Goya se confie enfin et ce qu'elle révèle brise l'illusion de l'étoile parfaite et intouchable. Une jeune femme qui ne voulait pas être sous les projecteurs. Chantal Goya est née Chantal de Guerre le 10 juin 1942 à Saïgon, alors partie de l'Indochine française. Sa venue au monde s'est faite dans un contexte terrifiant. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. Les forces japonaises occupaient le Vietnam et la structure coloniale française s'effondrait. Son père était un fonctionnaire colonial français et sa mère, femme au foyer, tentait de préserver un semblant de normalité alors que la violence grondait aux portes. Comme de nombreuses familles européennes vivant à l'étranger pendant la guerre, les deux guerres furent bientôt contraints de fuir. Chantal n'était qu'un tout petit bébé lorsque la famille quitta Saïgon pour s'installer en France, un pays encore traumatisé par l'occupation nazie. La famille s'installa d'abord dans le village de Dreux avant de déménager dans la région de Poissy en Île-de-France. Malgré la quiétude apparente de la campagne française d'après-guerre, Chantal vécut une enfance marquée par une vie familiale fragmentée. Le mariage de ses parents était tendu et la sécurité financière précaire. Son père, autrefois homme d'autorité en Indochine, peinait à s'adapter à une existence diminuée dans un monde post-colonial. Cette perte de statut nourrissait une tension silencieuse au sein du foyer, une impression d'avoir appartenu à quelque chose de plus grand qui s'était désormais évanoui. Elle fréquenta une école catholique où la discipline était rigoureuse et les émotions mal vues. Chantal, fille sensible et introvertie, apprit à cacher ses sentiments sous une politesse maîtrisée. Elle excellait en littérature et en histoire, attirée davantage par les mots que par la musique, fascinée par le pouvoir du récit. « Je n'étais jamais celle qui parlait fort », confia-t-elle des décennies plus tard dans une rare interview. « J'aimais observer et écrire. » Son rêve était de devenir reporter de guerre, voyager à travers le monde pour documenter la vérité. Le journalisme pour elle relevait d'une vocation. Après le baccalauréat, elle s'inscrivit à la Sorbonne pour y étudier la littérature et les sciences politiques. Elle se retrouva plongée dans l'effervescence intellectuelle des années 1960, les manifestations, la nouvelle vague, les idées radicales et l'odeur de révolution dans les cafés enfumés. Mais contrairement à ses camarades, Chantal ne se laissa pas emporter par le tumulte. Elle restait en retrait, l'observatrice discrète dans un coin, carnet à la main. C'est lors de l'un de ces rassemblements qu'elle rencontra Jean-Jacques Debout en 1964. Il était tout ce qu'elle n'était pas, extraverti, théâtral, débordant d'ambition musicale. Déjà reconnu dans le monde de la pop française pour ses collaborations avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Debout fut immédiatement fasciné par l'élégance fragile de Chantal. Il la convainquit de chanter, bien qu'elle n'ait jamais reçu de formation. D'abord réticente, chanter en public la terrorisait, elle finit par céder à l'insistance de Debout. En 1966, elle adopta le nom de scène Chantal Goya, un hommage au peintre espagnol Francisco Goya dont des gravures ornaient les murs de la maison familiale. Cette même année, elle fit ses débuts au cinéma dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard, film devenu emblématique de la nouvelle vague. Elle y interprétait Madeleine Zimmer, une chanteuse pop ou une ironie prophétique, une œuvre d'art qui annonçait une vie qu'elle n'avait pas encore choisie. Le style de Godard, cryptique et provocateur, rendit le tournage difficile. Chantal, timide et sans expérience, s'y sentit souvent perdue, mais son détachement naturel apporta à son jeu une authenticité troublante qui ne passa pas inaperçue. Bien que le film la propulsât sous les projecteurs, elle se sentit mise à nu. « Je ne voulais pas être connue », avoua-t-elle plus tard. « Je voulais juste vivre tranquillement. » La même année, elle épousa Debout et donna naissance à leur fils Jean-Paul. Leur fille Clarisse naquit en 1968. Tandis que sa famille grandissait, sa notoriété aussi, mais elle ne s'y sentait jamais à l'aise. En dépit des apparences, Chantal n'a jamais recherché la célébrité. Elle s'en est même éloignée chaque fois qu'elle le pouvait. Celle qui danserait plus tard avec des pandas et des lapins géants sur scène rêvait autrefois de rester derrière la caméra, pas devant. Elle est devenue une star la nuit où Bardot a disparu. Ce fut un coup du destin qui réécrivit le cours de toute sa vie. En 1975, lors d'une émission télévisée en direct, l'icône française Brigitte Bardot annula brusquement sa participation. Les producteurs,
en panique, cherchèrent une remplaçante de dernière minute et se tournèrent vers Chantal Goya, alors encore principalement connue pour ses débuts au cinéma et sa modeste carrière pop sous la direction de son mari Jean-Jacques Debout. Avec presque aucune préparation, Chantal entra dans le studio et interpréta Adieu les jolis foulards. Une ballade tendre sur la séparation avec des enfants après un voyage à l'étranger. La chanson, à l'origine écrite pour évoquer les sentiments amers des enseignants revenant de mission outre-mer, avait une mélodie douce et des paroles simples, mais ce soir-là, elle toucha quelque chose de plus profond. La réaction fut immédiate, viscérale et stupéfiante. Les lignes téléphoniques furent saturées. Les téléspectateurs, parents et enfants, étaient en larmes. Partout en France, les salons se figèrent devant la naissance d'une nouvelle artiste. Chantal n'était pas glamour, provocante ou politiquement engagée comme Bardot. Elle était maternelle, douce et étrangement intemporelle. En une seule performance, elle devint la figure maternelle musicale d'une génération entière. Et cela s'était produit presque par accident. Avant cette nuit décisive, l'identité artistique de Chantal restait floue. Ses premières chansons pop, comme C'est bien Bernard et une écharpe, une rose, avaient attiré une attention modérée, mais elle était souvent éclipsée par les filles yéyé plus commerciales et plus scintillantes de l'époque. Même sa carrière cinématographique, lancée de façon spectaculaire avec masculin-féminin, n'avait pas connu le succès escompté. Au milieu des années 70, elle était mère de 2 enfants, en retrait, tournant de temps à autre et incertaine quant à sa voix artistique. Debout, cependant, avait toujours pressenti qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond dans sa voix, quelque chose que les enfants en particulier sauraient reconnaître. Le succès accidentel d'Adieu les jolis foulards marqua un tournant décisif. Du jour au lendemain, Chantal Goya ne fut plus une chanteuse pop en difficulté ou la muse des cinéastes intellectuels. Elle fut réinventée en fée des contes, une femme qui chantait pour les enfants, aux enfants, presque comme une enfant elle-même. Le public en voulait plus et elle et Debout répondirent à l'appel. Ensemble, ils bâtirent un nouvel univers musical, mi-théâtre, mi-rêverie. Debout composait les chansons. Chantal leur donnait vie. Leur spectacle La Forêt Magique en 1978 devint de plus en plus élaboré, peluches géantes, légumes chantants, héros de contes. Chaque spectacle était une fantaisie méticuleusement conçue. Ces personnages, Marie-Rose, Bécassine, Pandi Panda, devinrent des icônes nationales. Les billets se vendaient en un clin d'œil. Les parents faisaient la queue avec des poussettes. Des écoles entières venaient assister aux représentations en groupe. Mais derrière les chansons joyeuses et les lumières vives de la scène, une transformation plus subtile s'opérait, une transformation que Chantal vivait en silence. Elle ne faisait plus seulement semblant d'être un personnage, elle était ce personnage. Les médias français la surnommèrent la chanteuse pour enfants et dès lors, on attendit d'elle qu'elle reste figée dans ce rôle, toujours souriante, toujours réconfortante, toujours innocente. En privé, elle commença à ressentir le poids psychologique de cette attente. Elle était dans la trentaine, jonglant avec les responsabilités de la maternité et du mariage, tout en étant poussée publiquement et professionnellement à vivre dans un état de pureté enfantine permanent. Il n'y avait pas de place pour la colère, l'épuisement, la douleur. Même lorsque sa voix craquait sous la fatigue ou que son corps souffrait du rythme effréné des spectacles, elle ne pouvait pas s'arrêter. Trop d'enfants comptaient sur elle et les spectacles ne faisaient que grandir. Au début des années 1980, il remplissait le Palais des Congrès à Paris. Les décors pesaient des tonnes. Les costumes étaient cousus à la main. Les répétitions pouvaient durer des semaines. Goya passait parfois des heures en maquillage et prothèses pour ensuite enchaîner plusieurs représentations par jour sans pause. Pour le public, tout semblait fluide. En coulisses, c'était tout le contraire. Je n'avais pas l'impression de disparaître, avoua-t-elle plus tard dans une interview. Je disparaissais. La vraie Chantal, réfléchie, introvertie, encore secrètement passionnée de journalisme, s'effaçait sous les couches de tissu pastel et de papier mâché. Et pourtant, elle continua. Non pas parce qu'elle aimait la célébrité, mais parce qu'elle comprenait ce que cela représentait pour les enfants. Parce qu'elle se souvenait de ce que cela signifiait de se sentir abandonnée et qu'elle s'était promis qu'aucun enfant qui la verrait ne ressentirait jamais la même chose. Derrière les paillettes, une famille se désintégrait. Alors que Chantal Goya illuminait les scènes de France avec ses mascottes géantes, ses paroles joyeuses et une voix devenue synonyme de réconfort et de nostalgie, sa vie familiale se fissurait sous le poids de tout cela. Le monde voyait la fantaisie colorée, les châteaux en carton, les costumes d'animaux, l'artiste rayonnante en robe de Marie-Rose. Mais derrière le rideau pailleté,
quelque chose de bien plus douloureux se jouait. Jean-Jacques Debout n'était pas seulement son mari. Il était le créateur du personnage de Chantal Goya, le compositeur de chaque chanson qui avait fait d'elle une icône et l'homme qui avait un jour déclaré « Je veux construire un monde où les enfants peuvent rêver ». Pendant des décennies, ils avaient travaillé côte à côte. Jean-Jacques écrivant et produisant, Chantal donnant vie à ses idées. Mais leur lien, à la fois romantique et créatif, était complexe. Vivre ensemble, travailler ensemble, élever des enfants ensemble et vieillir ensemble sous les feux constants de la rampe ne laissait que peu de place à la légèreté. À l'approche des années 2000, les pressions augmentèrent. Les spectacles du couple, bien qu'adorés, coûtaient une fortune à produire et à faire tourner. Des erreurs de gestion, des maladresses administratives et l'évolution des goûts du jeune public firent que malgré les ventes de billets, l'argent vint à manquer. Chantal se mit à gérer de plus en plus la partie administrative, signer des contrats, superviser la logistique, des rôles qu'elle n'avait jamais désirés mais qu'elle dut accepter pour que leur empire survive. Puis vint un diagnostic dévastateur. Jean-Jacques, après des années de fatigue et de santé déclinante, apprit qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. La nouvelle, livrée avec détachement clinique, frappa comme une bombe dans une vie déjà surchargée. Il entama un traitement, radiothérapie intensive, hospitalisation, rechute. Bien que les médecins se montrassent prudemment optimistes, le traitement fut un véritable calvaire. Physiquement, Jean-Jacques s'affaiblissait, mais émotionnellement, la descente était encore plus vertigineuse. Il arrêta d'écrire, il arrêta de parler. L'homme qui autrefois remplissait les pièces de chansons et d'idées fantasques devint méconnaissable, replié sur lui-même. Une brume de dépression s'installa, du genre que les médicaments ne peuvent effacer. Je ne croyais plus en moi, confia-t-il plus tard dans une interview à voix basse. Je suis tombé dans un trou noir. Et c'est Chantal qui se tenait au bord de ce trou, refusant de le laisser tomber plus bas. Elle l'accompagnait à chaque rendez-vous, s'asseyait à son chevet pendant d'interminables heures de silence, cuisinait des plats qu'il refusait souvent de manger. Quand les thérapeutes échouaient, elle restait. Quand les médecins perdaient patience, elle persévérait. Ses propres besoins, sa propre peine restaient enfouis derrière une façade maîtrisée. Je l'ai kidnappée, dira-t-elle plus tard à moitié en plaisantant. Elle voulait dire qu'elle l'avait arraché au désespoir, ramené vers la lumière avec pour seules armes son amour têtu et sa résilience. Mais il ne faisait aucun doute, elle lui avait sauvé la vie. Pendant ce temps, elle continuait de se produire. Toujours en costume, toujours sur scène dans des salles combles, toujours souriante en chantant chaque couplet d'Allons chanter avec Mickey. Pour le monde, elle était la même Chantal, éternelle, douce, intemporelle. Personne ne voyait l'effondrement silencieux en coulisses. Personne ne demandait si elle allait bien. Ses enfants avaient grandi, chacun suivant son propre chemin. Mais la maison semblait plus vide que jamais. Elle rentrait chez elle après avoir chanté pour des milliers de spectateurs pour s'asseoir seule dans la cuisine, se demandant si l'homme à l'étage parlerait ce jour-là. Sa voix, si joyeuse sur scène, commençait à porter des failles à huis clos. Et pourtant, elle continua. Car s'arrêter aurait signifié admettre à quel point tout était devenu fragile. Alors, elle chantait non pour fuir, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller, parce qu'elle avait besoin des applaudissements pour étouffer le silence. Parce que pour Chantal Goya, même le chagrin devait porter un costume. Le temps la rattrapait et sa douleur aussi. À un âge où la plupart des artistes se seraient depuis longtemps retirés des projecteurs, Chantal Goya fit l'impensable. Elle y retourna. Pas par nostalgie ni pour une tournée d'adieu, mais pour quelque chose de plus intime, de plus nécessaire. À plus de 80 ans, elle redonna vie à son univers. Un monde de marionnettes et de rêves pastels, de lapins, de pandas et de Marie-Rose. C'était le même monde qu'elle avait créé des décennies plus tôt, mais cette fois, la fantaisie montrait ses coutures. La tournée 2023 à 2026 était annoncée comme une célébration, une renaissance des personnages adorés qui avaient enchanté des générations d'enfants. Mais dès que Chantal monta sur scène, c'était évident. Ce n'était plus la même femme. Ses mouvements étaient plus lents. Son pas, autrefois léger et bondissant, était désormais incertain. Derrière la robe rose emblématique et la voix douce se trouvait un corps marqué par le temps et la douleur. Elle ne le cacha pas. Elle ne tenta pas de dissimuler la fatigue. Au contraire, elle l'assuma avec une honnêteté frappante. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2023, elle révéla ce que beaucoup avaient discrètement remarqué, parfois, pendant les spectacles, j'ai des problèmes d'équilibre. Mais alors, Panda et Lapin m'aident à marcher.
Elle souriait en le disant, mais les mots étaient lourds. Les personnages qu'elle animait autrefois l'aidaient désormais à rester debout. Les rôles s'étaient inversés. La femme qui avait bâti un royaume de merveilles pour les autres s'appuyait littéralement sur ses propres créations pour continuer. Le symbole était impossible à ignorer. Voici Chantal Goya, la fée éternelle de l'enfance en France, physiquement soutenue par les rêves qu'elle avait elle-même créés. Et tandis que le public applaudissait et chantait les vieilles chansons, beaucoup quittaient la salle en essuyant leurs larmes. Ils n'assistaient pas simplement à un spectacle. Ils étaient témoins du passage du temps rendu visible, personnel et profondément humain. Chantal ne ralentissait pas. Au contraire, elle intensifiait ses engagements. « Tant que je peux tenir debout, je serai sur cette scène », confia-t-elle à un journaliste. Il ne s'agissait pas d'argent ni même entièrement d'héritage. Il s'agissait de liens. Son public, autrefois composé d'enfants aux yeux grands ouverts et aux doigts collants, était désormais rempli d'adultes, parfois accompagnés de leurs propres enfants. Ils ne revivaient pas seulement leur passé. Ils revenaient vers celle qui un jour leur avait offert de la lumière dans leurs moments les plus sombres. Et peut-être que Chantal avait autant besoin d'eux que d'elle. Après des années de silence, de sacrifices et de chagrins privés, les applaudissements signifiaient plus que jamais. C'était une forme d'oxygène, un rappel qu'elle comptait toujours, pas en tant que personnage, ni en tant que marque, mais en tant que femme, ayant versé son âme dans une fantaisie fragile qui avait, d'une manière ou d'une autre, traversé les décennies. Derrière chaque salut triomphal pourtant se cachait la douleur. Douleur chronique au dos, genoux fragiles, vertige. Jean-Jacques, désormais presque à la retraite et toujours en lutte contre ses propres problèmes de santé, ne pouvait plus la soutenir comme autrefois. L'équipe de production, bien que fidèle, ne pouvait porter ce poids émotionnel et ses enfants, bien qu'aimants, avaient depuis longtemps construit leur propre vie. Dans le silence des chambres d'hôtel et des coulisses assombries, Chantal s'asseyait seule, plus souvent qu'on ne l'imaginait, serrant dans ses bras la même robe rose qu'elle portait depuis 40 ans. Et pourtant, elle continuait. Parce que s'arrêter aurait signifié lâcher prise sur le seul monde qu'elle avait jamais vraiment compris. Parce que peut-être, au fond d'elle-même, elle craignait que lorsque la musique s'arrêterait, le silence serait insupportable. Parce que pour Chantal Goya, la scène n'avait jamais été un lieu d'égo. C'était un sanctuaire. Et plus que jamais, c'était l'endroit où elle pouvait être vue, entendue et, ne serait-ce qu'une heure, portée par les rêves qu'elle avait un jour offerts aux autres. La vérité qu'elle ne pouvait plus cacher. Tout au long de sa carrière, Chantal Goya n'a jamais joué les victimes. Même lorsque les critiques la tournaient en dérision, la traitant de démodée ou infantile, elle gardait la tête haute. Quand l'industrie l'a rejetée, elle s'est reconstruite seule. Et lorsque les jeunes stars ont qualifié son travail d'inutile, elle a continué à jouer à guichet fermé. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, à 80 ans, qu'elle admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, le rôle de Chantal Goya était à la fois une bénédiction et une prison. « J'étais juste une fille qui voulait écrire », a-t-elle confié dans une récente interview. Mais je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis devenue l'idée que tout le monde se faisait du bonheur et je ne savais pas comment dire non. Même ses convictions politiques, soutenir des candidats conservateurs ou s'opposer à certaines lois ont provoqué des réactions qui l'ont profondément blessée. On l'a traitée de dépassée, de déconnectée, voire d'hypocrite. Mais elle n'a jamais répondu avec amertume. Elle s'est simplement repliée davantage dans son costume. Aujourd'hui, alors que le rideau tombe lentement sur sa longue carrière, Chantal Goya ne cache plus rien. Elle parle avec tendresse mais aussi avec tristesse. « J'ai tout donné », dit-elle. « Parfois, je ne sais pas ce qu'il me reste. Ce qu'il reste, c'est un héritage de merveilles, mais aussi de sacrifices. Celui d'une femme qui a offert à des générations d'enfants leurs premiers souvenirs magiques, tandis que sa propre joie s'effaçait doucement. Chantal Goya a chanté pour des millions d'enfants, mais aujourd'hui, elle demande à être vue comme une personne, pas seulement comme un personnage. Avez-vous écouté sa musique en grandissant? Partagez votre chanson ou souvenir préféré en commentaire et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues sur les stars que vous pensiez connaître.